Donc, bonjour à tous pour ceux qui regardent aussi cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube, par exemple, du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial. Aujourd'hui, donc, on a une nouvelle session mensuelle francophone et on a le plaisir d'accueillir Alassane Abdou Djibo, qui va nous faire une présentation sur ce qu'il est en train de mettre en place avec tous les partenaires sur le terrain et tous les collègues, j'espère qu'ils sont nombreux aussi avec nous en ce moment, au niveau du Tchad. Alassane, je te laisserai te présenter un peu plus dans le détail, mais Alassane est psychologue, il a travaillé dans plein de contextes, il va pouvoir vous le dire un peu plus de façon détaillée. Et là, il est déployé de façon ponctuelle par un mécanisme d'appui aux urgences qui est financé par les Pays-Bas et qui fait que dans certains contextes, quand il y a des urgences, les GTT ou certaines organisations peuvent faire une demande d'appui ponctuel pour avoir un expert SMSPS, donc financé par ce mécanisme des Pays-Bas, et ensuite hébergé par une organisation partenaire des Pays-Bas. Donc ça peut être des agences UN, l'ACF est aussi partenaire, il y a plusieurs organisations. Là, en l'occurrence, c'est le HCR. Et donc, Alassane est donc en train de travailler au niveau interagence hébergé par le HCR au Tchad et il va nous raconter un petit peu ce qu'il met en place, les questionnements et comment il essaye de s'adapter à un contexte, comme vous le savez, hein, d'urgence massive où malheureusement on est aussi tributaire, comme dans beaucoup d'autres contextes, d'une diminution des financements assez importante. Et donc, comment on essaye, dans ces contextes, malgré tout, de mettre en place une réponse santé mentale et soutien psychosocial qui soit coordonnée, adaptée et qui réponde au mieux aux besoins des populations. Donc, Alassane, merci d'être arrivé en courant. Et puis, je te passe la parole. On t'entend pas là, ton micro, il est fermé. Ah, ouais, et maintenant? Super. Merci beaucoup, Cécile, et merci, chers collègues, d'être présents à cette session d'aujourd'hui. Effectivement, merci pour la présentation, Cécile. Je suis effectivement Abidjibo Alassane, psychopathologue et clinicien de formation et aussi expert en santé mentale, soutien psychosocial en situation d'urgence, avec effectivement des interventions dans des contextes de crise, d'épidémie, dans les lacs Tchad. Par exemple, les crises tout ce qui était conflit armé, à la fois aussi épidémique, tout ce qui était choléra, tout ce qui était hépatite E, le contexte du Sahel, à la fois sur l'est du Niger et aussi au Burkina Faso, avec tout ce qui est aussi frontière avec le Mali. Aussi l'océan Indien, Madagascar, avec tout ce qui est mécanisme de coordination, qu'on a essayé de contribuer à ce que ces mécanismes fonctionnent. Et actuellement, la crise soudanaise, euh, il y a aussi une autre crise complexe, conflit armé aussi couplé avec effectivement d'autres événements qui remet en cause l'équilibre psychologique de la population sur place. Voilà. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Alassane, et merci pour cette présentation où on voit que Alassane, là, va nous parler du Tchad, mais dans les discussions, etc., d'abord, ses interventions sont nourries de toute l'expérience qu'il a déjà. Et puis, du coup, ça fera aussi des points intéressants à rediscuter par la suite ensemble. Alors, je vais partager mon écran euh, pour commencer la présentation. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Vous voyez la présentation? Ouais, moi Ouais, je la vois. Ouais. parfait. Alors, on y va. Ok, merci beaucoup. Pour cette présentation de déploiement au Tchad.
j'ai eu l'opportunité ou la chance de marcher aussi sur les traces d'autres experts qui ont pu passer sur cette zone. En l'occurrence, vous connaissez bien Ernest Anda qui était depuis 2023 quand la crise était redégénérée. Et récemment aussi Zena Wade qui était là juste pour une période deux mois et demi. Et par la suite, je suis arrivé pour renforcer la coordination dans cette réponse des crises soudanaises sur le territoire tchadien. Alors, on parle de la crise soudanaise, mais nous allons, nous parlons de Tchad parce que nous sommes sur le territoire tchadien avec les Soudanais qui sont accueillis sur ce territoire. Il est intéressant de vous présenter ce merveilleux pays qui est le Tchad, qui est un pays de façon géographique. Vous le trouverez dans l'Afrique centrale. Donc, c'est un pays enclavé qui est aussi donc qui partagent une côte au niveau de l'Afrique du Nord, notamment la Libye, ou au niveau aussi de l'Afrique subsaharienne, comme tout ce qui est République centrafricaine, le Cameroun, le Nigeria, et aussi à l'ouest du Niger. Ce pays avec une immense superficie, mais qui a une population de 21,5 millions d'habitants, selon les projections récentes 2026. Et partant de cette population, ce pays aussi accueille des réfugiés et des retournés. Et ces réfugiés, qui sont de 1,5 millions, sont sur plusieurs frontières. Il y a des réfugiés qui sont du Nigeria. Vous connaissez, il y a le conflit de l'Ak-Tchad qui aussi a obligé des populations à traverser vers le Tchad, les populations du Nigeria. Il y a aussi la République centrafricaine qui a aussi obligé d'autres personnes à traverser pour sur le territoire tchadien. Et il y a en grande majorité la crise soudanaise qui a plus de nombre de réfugiés qui sont accueillis dans cette zone. Et principalement dans des régions de Wadaï, et de Wadifira, de Sila et de Enedi. Et ces grandes régions qui sont sur la frontière soudanaise accueillent le plus grand nombre de réfugiés sur le territoire tchadien. Slide. Alors, pour parler de cette crise, il faut peut-être remonter à des dizaines d'années. La crise soudanaise ne date pas d'aujourd'hui. Euh, euh, Actuellement, sur le territoire tchadien, on compte des réfugiés qui sont arrivés depuis 2003. Donc, pour dire que la crise soudanaise ne date pas récemment. Mais c'est en 2023 qu'il y a eu un déclenchement majeur, une complexité de conflit qui a affronté les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Vous les entendez dans les médias, on parle des FSR. Donc, à Khartoum. Donc, cet affrontement a causé le plus grand nombre de déplacements de population vers les pays frontaliers. Notamment, là, nous parlons de Tchad sur cette bande de la frontière où ces populations ont essayé de trouver refuge. Alors, cet affrontement, ça a causé aussi d'effondrement des services, vous voyez, sociaux de base. Et cela, en plus de tout ce qui était le conflit qui exposait ces populations, le fait que ces services sociaux de base étaient effondrés était aussi un autre facteur qui obligeait ces populations à migrer vers le Tchad afin d'accéder à certains services qui sont nécessaires dans la vie. La santé, l'éducation, accès à l'eau, l'énergie, ainsi de suite. En plus de ça, certes, il y a ce conflit qui est entre les forces armées et aussi les FSR. Alors, en plus de ça, il y a eu aussi cette tension ethnique qui a aussi engendré des violences communautaires en termes d'ethnie. Ce qui fait que, même dans les déplacements, quand la zone, les villages des ethnies, ils se convergent plutôt vers une zone de couloir d'immigration qui se diffère pour dire que le brassage n'est pas. Il y a quelques rares
des familles où il y a eu le brassage des mariages, où il y a des enfants qui sont de ces, issus de ces brassages-là. Et là, dans les camps, aussi, c'est des cas qui constituent un facteur de suivi minutieux par les collègues qui font la protection à base communautaire et ceux qui font la protection de l'enfance. Et toutes ces, ces situations complexes ont engendré une crise humanitaire majeure dans la zone. Donc, qui a affecté des millions de civils et a provoqué ces déplacements forcés vers le Tchad. Donc, les réfugiés, donc la population mm, soudanaise est revenue au Tchad afin de trouver la protection, et aussi les Tchadiens qui étaient au Soudan, qui étaient contraints de retourner dans leur pays, plus d'autres demandeurs d'asile qui sont d'autres pays qui étaient de l'autre qui sont contraints aussi de rentrer au Tchad demander l'asile afin de regagner chez eux. Slide. Alors, ces déplacements massifs de population soudanaise n'étaient pas seulement un simple déplacement qu'on pourrait dire que ils sont arrivés à la recherche de protection, mais ces déplacements a aussi provoqué des déplacements internes transfrontaliers massifs au niveau aussi de Darfour, à l'intérieur du pays. Et d'autres se sont trouvés au piège, on peut dire pensant que non, c'est une situation temporaire, mais qui étaient obligés de demander maintenant du secours. D'autres, peut-être, ils pensent avoir fait des réserves sur place, mais un stock, ils pensent que pendant dans une année, ça va se passer, mais qu'ils se sont pris au piège durant des années, des dizaines d'années, et ce qui obligeait à aussi traverser la frontière malgré des des champs de, comment on dit, de la complexité de violence, les différentes formes de violence qui s'opéraient. Parce qu'il y a eu un filtre dans cette zone où les hommes, les enfants qui ont déjà 12 13 ans, on ne les laissait pas passer, ils sont enrôlés, ainsi de suite. Ça a complexité la situation de ces personnes qui étaient restées dans cette zone. Et donc, ces populations subissaient vraiment des conditions précaires, un manque de ressources. Ils étaient exposés à la faim, aux maladies, aux différentes sortes de violences. Donc, le Tchad accueille de nombreux aujourd'hui Soudanais de retournés et qui créent cette crise humanitaire qui nécessite une réponse coordonnée et aussi durable. Avec tout ce que nous connaissons en termes de rareté de ressources financières pour les opérations humanitaire, donc cette coordination s'avère nécessaire. Les plus vulnérables, ce sont effectivement les femmes, les enfants. Les enfants, quand je dis, il ne faut pas avoir moins de 18 ans, je vous disais tantôt que ceux qui, pour traverser, ils faisaient des filtres pour enrôler les enfants dans leur monde. Donc, c'est les moins âgés, je pourrais dire ici, qui ont réussi à traverser avec les femmes et qui constituent vraiment un facteur de vulnérabilité extrême dans ces zones. Comme vous voyez sur la carte, en termes de bandes passantes, là, nous avons la frontière. Avec le Soudan, nous avons Enedi Est, Wadi Fira, nous les Sila, en termes de zones de refuge où ces personnes essaient de trouver la protection. Slide. Pour vous donner quelques chiffres en termes de flux des réfugiés de retourner dans la zone. À la date du 14 juin 2026, on comptait à l'est du Tchad. Hein. Là, je fais focus sur la crise soudanaise, pas les réfugiés qui sont du côté des Centrafricains ou les Nigériens. Là, nous sommes à 1,3 million de réfugiés soudanais qui ont fui euh, vers l'est du Tchad. Donc, vers cette zone de Wadi Fira, Enedi Est, Sila, Ouada et ainsi de suite. Avec un peu plus de 400 000 réfugiés tchadiens qui ont franchi aussi la frontière depuis le début de la crise, qui ont fui aussi ce conflit-là. Tout en sachant que c'était leur zone
d'opération économique. Les sources d'économie étaient installées au Soudan. Ils étaient contraints maintenant de replier en perdant tout, la famille disloquée et aussi les ressources économiques aussi perdues. Donc les réfugiés et les retournés arrivent généralement sans aucune ressource, souvent sans documentation civile, qui sont exposés à une grande vulnérabilité socio-économique au niveau des différents sites de transit à l'entrée de la frontière. Alors, les, les camps sont surpeuplés, où on compte un camp où on pourrait avoir plus de 100 000 personnes dans un camp. On ne parle pas d'une ville, on ne parle pas d'un village, un camp de réfugiés. Ils sont surpeuplés avec un accès insuffisant aux services sociaux de base. Avec tout ce que nous savons comme l'insuffisance des ressources financières pour assister à soutenir l'aide humanitaire aujourd'hui. Donc, ces milliers de personnes font face à ces déficits en l'accès à l'eau, à l'assainissement, les soins médicaux et l'éducation. Par exemple, pour faire une urgence, pour une référence d'un site de réfugiés vers un hôpital qui se situe peut-être à 300 km, 400 km, sans pour autant même regarder l'état de dégradation de la route, on est obligé de faire des tri, que c'est des cas d'extrême urgence, que la survie de la personne est vraiment remise en danger, que ces personnes pourraient être référées. Donc, les, ces baisses de financement occasionnent cette vulnérabilité d'accès aux soins. Les enfants, déjà pris au piège au niveau de Soudan avec plusieurs années non-scolarisation, arrivés sur place aussi, l'insuffisance, le surpeuplement, plus de 100 élèves dans la classe, ainsi de suite. Je reviendrai peut-être avec plus de précisions et de détails sur ces aspects-là. Slide. Alors, en termes de répartition de ces personnes déplacées vers ces zones, nous voyons, je vous ai parlé de la zone de NDS, de Wadifira, de Wada et de Sila. Nous allons faire focus sur ces deux zones colorées un peu où j'ai mis des cercles en vert. Enedi Est et Wadifira, ce qui était la zone qui était mise sous ma responsabilité pour renforcer la coordination santé mentale et gestion psychosociale, renforcer en un mot les interventions santé mentale dans cette zone-là. Sachant que dans d'autres zones comme Ouada et Sila, il y a des actions qui étaient déjà initiées. Certes, il y a besoin d'accompagnement, on ne pourrait pas se disperser aussi sur ces aspects, mais il y a des acteurs qui essaient aussi de faire fonctionner des cadres dans les autres zones. Donc, juste pour vous dire qu'on fera focus sur cette zone de Wadi Fira et de NAD Est. Donc, avec un total de près de plus de 400 000 personnes, plus de 400 000 réfugiés si on fait la somme des réfugiés qui se trouvent dans la zone. Next. Alors, tout ce que je viens de dire en termes des éléments qui exposent ces populations, ça impacte directement l'assistance humanitaire et ça surcharge aussi le pays d'accueil, le Tchad. Ça donne une pression. Puisque vous savez que tout pays fonctionne sur tout ce qui est les lois des finances, tous les secteurs sont financiers, ainsi de suite. Donc, ces millions de personnes qui viennent s'ajouter, ça bouleverse, ça donne une pression sur tous les secteurs. Quand on prend les différentes infrastructures, cette arrivée massive des réfugiés et des retournés, ça a imposé une sollicitation forte des services de santé. Je vous donner juste l'exemple en termes de référencement, de l'éducation, accès à l'eau. Et c'est avec une capacité très, très limitée avec ces copains. Alors, l'éducation, dans un village où un nombre était déterminé, on connaissait l'évolution de la population, on a 4, 5 classes, et on pense que c'est suffisant. Et tout d'un coup, on accueille des milliers d'enfants et ces infrastructures sont surpeuplées. Le nombre d'enseignants, le nombre d'encadreurs, les supervisions qu'il faudrait faire pour aller dans un détail, même le nombre de copies qu'il faudrait imprimer, tous ces facteurs en termes de détails, les infrastructures scolaires, ça surcharge. Accès à l'eau. Déjà, c'est une zone mi-aride où on ne pourrait pas avoir de l'eau à
du moins sur le la terre est socle, c'est le désert. Les quelques rares fonds où on fait du fourrage sont extrêmement éloignés. Si je vous donne l'exemple de ma position ici, la ville où je suis hébergé, qui est Iriba, c'est une ville où il y a un préfet, tout ce qui s'ensuit, mais il n'y a aucun château d'eau. Il n'y a pas de forage. Il faudrait aller à des kilomètres, faire de la corbeille d'eau pour ravitailler toute une ville. Imaginez avec l'arrivée aussi des milliers de réfugiés, ça donne une autre pression en termes de charge d'accès à ces ressources-là. L'assainissement, les toilettes, les latrines, ainsi de suite. Tout cela impose vraiment une surcharge en termes de ces ressources-là. La sécurité alimentaire. Ce flux aussi, ça accroît l'insécurité alimentaire. Et ça donne un choc climatique. Et quand je suis arrivé, je partais vers un camp qui est ici le plus proche à 13 kilomètres. Je voyais que tout est vide. Mais là, on me disait non. Et les premiers réfugiés qui étaient installés en 2003, qui étaient continués à venir progressivement, la zone était une truc de semi-forêt. Mais ils étaient contraints de couper des arbres pour la question d'énergie, ainsi de suite. Donc, ça donne ce choc aussi climatique euh, qui aggrave aussi les conditions climatiques dans toutes les zones. Le rehaussement des prix d'ailleurs. Des petites bouteilles d'eau, vous les trouverez à combien d'euros, ainsi de suite. Tout est extrêmement rehaussé. Donc, la charité de vie est toi. Les risques aussi sanitaires accrus, les systèmes de santé locaux, les manques de personnel, les infrastructures et qui exposent des risques accrus de maladies aiguës. Le choléra, hépatite E, actuellement, on parle d'indices d'hépatite E qui ont commencé à être identifiés dans certains cas. Récemment, la question de choléra et bien d'autres aussi épidémies qui, dès que ça surgit avec le surpeuplement, c'est extrêmement difficile de contrecarrer, malgré l'effort que les vecteurs en termes de vaccination qui reste tout ce qui est challenge. Les tensions sociales, voilà un facteur qui, en termes de brassage des communautés, et qui reste un facteur qui vient de s'ajouter pour rendre complexe la, la vie euh, sociale dans cette localité. La pression sur ces ressources, moi, je dis, c'est une zone pâturage où où on fait comment on dit, on fait de l'élevage, de l'agriculture, malgré la rareté de l'eau, qui se fait peut-être 2 mois, encore mal répartis dans l'espace et dans le temps. Et avec cette pression, ça occasionne énormément de tensions autour des points d'eau et qui engendre des brasses et des tueries entre les communautés. Des tueries. Je reviendrai plus tard avec des exemples concrets et faire le lien avec ce que cela engendre en termes de détresse psychologique et qui remet en cause la cohésion sociale en termes d'acceptance de ces réfugiés, des déplacés et de la communauté haute. Slide. Euh, En termes de rareté de ces ressources et le lien, comment cela, ça crée des tensions sociales. Je vous donne juste l'exemple autour d'un point de vue. En avril, juste l'avril 2026 qui vient de passer, il y a eu des centaines de morts autour d'un point de vue. Parce qu'il y a eu une incompréhension qui puise, qui alimente ses bétails, qui prend pour son ménage. Il y a eu un choc entre les deux communautés et qui a engendré des centaines de morts. Il a fallu de hautes interventions des autorités. Tous les mécanismes que vous pouvez imaginer de gestion de conflits ont été déployés, et y compris les plus hautes autorités du pays étaient rendues pour essayer de caminer. Et ce n'est pas que ponctuel. Et à la fois qu'on le gère aussi, au sud du pays, il y a aussi un autre conflit. Dans une autre zone aussi, il y a un autre, lié à cette pression aux ressources, la pression sur les ressources qui sont en existence. Accès à la terre. Je vous donne l'exemple dans la zone. On vient pour héberger, pour faire un site de réfugiés, puisqu'il y a des réfugiés qui arrivent à la frontière. Avec l'évolution aujourd'hui de la guerre, et les deux parties utilisent des drones et souvent mal maîtrisés et qui tombent sur des civils.
le long de la frontière. Donc, pour protéger cette population, la communauté humanitaire se trouve dans l'obligation, dans un temps record, de récupérer ces populations pour les amener vers une zone plus sécure à l'intérieur du pays, donc au niveau du Tchad. Alors, pour ce faire, il faudrait faire toute une procédure pour avoir la terre dans un village. Donc, implication des autorités, les sultans, les chefs de canton, les préfets, les maires, les leaders qui sont là. On fait des PV, délimitent la zone qu'ils donnent pour les réfugiés, ainsi de suite. Mais malgré cela, on fait toutes ces documentations. Le jour d'installation des abris, ça n'empêcherait pas de voir une famille qui va venir dire non, que eux, ils ne sont pas prêts à céder leur terre. Et souvent, c'est quand les abris ont commencé à être construits, même qu'ils vont être vandalisés. Et on répare vers les autorités, aussi c'est un autre plaidoyer qui s'ajoute. Toutes ces pressions, en plus de tout ce qu'ils ont subi de violences pour traverser, même arriver à la frontière, et arriver au niveau de la zone d'accueil parce que aussi accès à cette terre devient complexe. Ou bien on voit, dès qu'on va faire un forage, parce on finance tellement des études, on voit que oui, il y a une possibilité d'avoir de l'eau dans une localité. Et on vient, on installe, on fait toutes les procédures administratives possibles. Mais c'est quand on va commencer à faire forage, ça va arriver à 60% de réalisation, 80%. Une famille va aussi venir dire que non. C'est soit elles vont nous donner en location la terre, c'est soit c'est leur terre, ainsi de suite. Donc, toutes ces pressions, ça aussi engendre des conflits entre les communautés, les vivre ensemble, empathie et l'acceptation aussi de l'autre en termes de réfugiés qui sont là, les retourner la population. Tout le centre d'intérêt et accès à cette ressource qui subit une pression énorme. Faible capacité aussi de référence médicale pour les soins. Je ne vais pas encore revenir, j'ai donné juste l'exemple des tri que la communauté humanitaire est obligée, avec les autorités, obligée d'aller vers les tri des, des malades extrêmement, pour une réponse extrêmement vitale, c'est ça qu'il faudrait prioriser parce qu'on ne pourrait pas donner à tout le monde l'accès à ces soins-là. Faible capacité aussi d'infrastructure scolaire ou encore plus de 100 élèves dans une seule classe aussi, avec des dimensions qui sont pas aussi de normes. On est obligé d'avancer la capacité en termes des enseignants qui se trouvent, qui sont peu nombreux. Malgré, il y a la chance, on a la chance aussi que parmi les réfugiés, parce que de toute une communauté qui viennent, on trouve certains enseignants parmi eux qui sont, malgré qu'ils sont aussi recruter pour donner cet enseignement, cette ressource reste aussi extrêmement rare, puisque, et rappelez-vous bien, c'est pas tous les hommes qu'on laisse aussi passer au niveau de la frontière, donc ça diminue ces besoins-là. Slide. Alors, avec tout ce que je viens de dire, cette pression sur les ressources qui occasionne des difficultés en termes de vivre ensemble, la cohésion sociale, et aussi accès aux services sociaux de base. Tous ces facteurs, ça restent des facteurs déclencheurs ou aggravants de la détresse psychologique. Lors de ces déplacements qui imposent euh, un déplacement répété, quelqu'un va quitter Al-Fashar, il vient dans une autre localité au Soudan. De là-bas, pense que qu'il sera obligé encore d'aller vers une autre zone, jusqu'à arriver à la frontière, pensant qu'à la frontière, il sera suivi. Avec tout ce qui est les frappes de drone, on dit non, il faut relocaliser. On fait la relocalisation vers un site sécurisé, ainsi de suite. On voit que non, jusque-là, ils sont exposés parce que les frappes aussi avancent. On va dire, on va relocaliser le site vers une autre zone. Tous ces déplacements forcés, répétés, ça reste des facteurs qui déclenchent des détresses psychologiques chez ces personnes et qui les aggravent. Puis aussi, ils sont sujets à cela. Les conditions de vie précaires et en termes de logement, en termes de tout ce que je viens de citer, accès à ces services sociaux de base. La séparation des familles, où on est obligé de disloquer. D'autres, ils étaient pris comme cible lors de la guerre. D'autres, c'est lors de la fuite même, ils vont se faire arrêter pour être enrôlés. D'autres, ils vont se faire tirer, ainsi de suite. Les familles sont disloquées, séparées. Le deuil, qui reste une situation courante. Et je vous donne aujourd'hui, quand vous partez un des sites
que le plus grand site des réfugiés, le camp des réfugiés au Tchad, qui est dans ma zone, qui est à Ouré-Kassouni. C'est chaque jour, vous allez voir une famille qui est en deuil. Ils sont en train de pleurer, manifester, parce qu'un de leurs frères qui était enrôlé, ils ont appris qu'ils viennent d'être tués, ainsi de suite. Et le deuil est une situation peu courante dans ces sites-là. Et tout cela occasionne des situations extrêmement traumatisantes liées à des diverses violences. Les viols, les autres types de violences faites sur les femmes, sur les hommes, sur les enfants, ainsi de suite. La situation d'incertitude de la vie. Les personnes n'ont pas de projection sur le devenir, malgré qu'ils ont eu une protection, mais rien n'est certain en termes de se projeter vers une vie adéquate. Les conditions d'accueil, pour ne pas me répéter, qui sont très précaires, je dis ça, les multiples violences qui s'opèrent le long des trajets de fuite et aussi arriver sur place avec les conflits communautaires qui viennent les aggraver, y compris aussi les violences sexuelles, que ce soit dans les sites, que ce soit sur les trajets. Les dénis des ressources, les femmes, enfants, qui sont, qui arrivent sans aucune ressource et qui occasionnent certaines femmes être à être dans l'obligation d'aller vers des stratégies d'adaptation négative. Par exemple, le sexe pour survie, d'autres pratiques qui se mènent sur des camps ou bien sur des sites de transit, etc., etc. Tous ces facteurs engendrent un défi énorme. Par exemple, l'ATP, c'est l'Association des psychologues tchadiens qui euh, nous appuie en termes de tout ce qui est ressources humaines dans la localité et aussi certaines interventions et évaluations qui se font conjointement. Avec leur intervention, c'est un certain nombre de défis étaient sortis les plus expressifs et palpables. Quand on prend les manques de détection de prise en charge précoce au niveau le plus basique. Constate que ceux qui sont dans les sites, dans les villages à proximité desquels on a placé les sites, ainsi de suite, il n'y a pas cette capacité de pouvoir de façon précoce en identifier les personnes en détresse afin qu'ils soient orientés, référés vers les services pour qu'ils accèdent aux services de soutien psychosocial. La forte prévalence des troubles de santé mentale. Quand hum, toutes les activités, par exemple les activités de sensibilisation qui se font avec un grand nombre, une vingtaine, une trentaine, ou les activités de psychoéducation pour présenter quelques, normaliser, j'allais dire, certains signes et symptômes de la détresse psychologique. Et à la fin de cela, presque 100% de ceux qui présentent se disent être identifiés dans certains signes qui sont présentés de la détresse psychologique. La stigmatisation des troubles de santé mentale. Et ces stigmatisations sont monnaie courante. Vous verrez, et je n'ai pas voulu mettre des images choquantes, des personnes enchaînées, que ce soit à la main, au niveau des pieds, pour les garder au fond de leur abri, afin ceux qui sont là, les voisins, ne savent pas que dans ce ménage, il y a des personnes qui sont des malades mentaux, qui pourraient avoir accès aux soins. Donc, ils sont protégés pour ne pas que la famille soit. Et les défis liés à tout ce qui est le facteur de coordination, les réponses, tellement que les besoins sont immenses, chacun, quand il vient dans le site, essaie d'aller dans tel quartier, dans tel secteur du site, et ainsi de suite. Souvent, c'était difficile de coordonner et de savoir la limite de tout chacun afin que on se passe la main. Autre. Le manque de ressources financières est un grand challenge. Les besoins sont immenses, tous les secteurs vitaux. Mais en termes de services approprié, on n'a pas cette capacité de faire des propositions, de réponses à la hauteur de la demande. Les pressions sur les ressources, je ne reviendrai pas dans les précédentes slides, j'ai suffisamment expliqué. Exposition aux violences et aux traumatismes, les différents types de violences, les viols, les violences que ce soit physiques. Rapidement, dans les monitoring, chaque semaine,
on entendra qu'on a poignardé quelqu'un dans le site. On a fait quoi les violences sont accrues, ce qui s'explique que, et aussi par tout ce que les plus grands enfants, ceux qui ont suivi le long des trajets arrivés ici, n'ont pas accès aussi à l'éducation suffisante. Ça amène à ce comportement d'agressivité et qui aboutissent à des violences liées à tout ce qui est la question traumatisante et couplée à toute la question d'addiction. Et nous savons que généralement, ces addictions sont cachées, et ça cache seulement le traumatisme qu'ils ont suivi, la prise de substances psychoactives et aussi certaines, les substances plastiques, là, les tramadol et autres substances les diazépam, qui se prennent dans les différents sites. Et la vulnérabilité élevée des enfants qui subissent certaines mutilations, certaines pratiques, aussi les manques d'accès aux différents services parce que les mères aussi n'ont pas accès aux services. Je parlais des dénis des ressources précédents. Slide. Alassane, je me fais la gardienne du temps, c'est pas le rôle le plus agréable. Il te reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Super. Mhm. Alors, avec tous ces mécanismes, la coordination de la santé mentale, système psychosocial dans ces provinces de Wadifira et NDS était vu pour un facteur qui sera le plus proche de ces sites. Euh, Étant donné que les sites sont un peu éparpillés autour d'une province ou d'une grande ville, donc le schéma le plus approprié qu'on a trouvé, c'est de faire des sous-groupes de travail qui vont regrouper un certain nombre de sites. Par exemple, le sous-groupe de travail de Greda qui regroupe quatre grands sites, le sous-groupe de travail de Iriba aussi quatre grands sites, le sous-groupe de Amjaras qui est NDS Orekassoni qui est le plus grand site, plus de 100 000 personnes, on a fait aussi un sous-groupe dans cette zone-là, comme vous le voyez. Slide. Alors là, c'est pour vous donner les détails de ces différents sites qui regroupent sur lesquels nous avons fait la répartition et vu la distance et aussi la proximité de ces sites, on a fait ce groupe donc il se charge de coordonner les acteurs qui sont sur place, les associations qui sont sur place, les associations de réfugiés qui sont sur place et aussi les acteurs communautaires pour en faire une- un groupe de travail technique et aussi pouvoir dans certains sites, là, nous sommes en phase, on peut dire expérimentale de faire des communautés de pratiques. Comme vous voyez là où j'ai mis les communautés de pratiques, un certain nombre de sites où on a réussi à commencer. Maintenant, pour qu'on soit plus proche aussi de ces acteurs qui sont au niveau de la communauté, on identifie de ceux qui ont des profils des psychologues, des travailleurs sociaux parmi les Soudanais qui sont réfugiés au Tchad, donc pour aussi les capacités et qu'ils opèrent, qu'elles offrent les services de santé mentale et psychosociale dans leur cas. Ils ne pourront pas venir au niveau des grandes villes où on tient des réunions périodiques. Donc, on déporte cela au niveau des sites pour en faire des réunions encore localement pour que ces communautés aussi participent à la coordination des interventions et surtout la gestion des cas. On y fait des études des cas pour savoir et tous les contours et les différents services que cela aura besoin afin que les services soient répandus de façon la plus holistique possible. Slide. Alors, comment ces sujets TT fonctionnent? C'est des réunions périodiques qui sont au niveau des chefs-lieux des provinces et aussi des réunions pratiques au niveau des sites qui se font et le renforcement des capacités de ces acteurs au niveau de la communauté, aussi même des acteurs, le personnel de sécurité par des ONG membres de ces groupes de travail qui qui se sont formés encore pour déployer un type des approches recommandées par le GTT face à un besoin identifié précis. Et surtout le partage de données, c'est un facteur que j'ai trouvé intéressant qu'on a réussi ici à avoir ce centre de partage de données
pour aussi alimenter les prises de décision et voir les différents gaps ou les zones qui sont faiblement recouvertes. Je vous ai mis juste ici euh, l'exemple, par exemple, donné d'une semaine de la semaine du 2 au 6 juin, donc où dans un groupe de travail, on a réussi en termes de réfugiés à retourner la population haute qui ont bénéficié des services de santé mentale et soutien psychosocial. Vous donner les visuels de comment ça se coordonne. Slide. Alors, on a réussi à mettre en place les outils de coordination, tous ces sous-groupes sont dotés des termes de référence validés, des plans d'action, des plateformes aussi la plus accessible possible donc par le groupe WhatsApp. Aussi la cartographie des services pour savoir qui fait quoi, où et avec quelle durée d'intervention et quel type d'activité et la plateforme Adjala. Je reviendrai en détail sur cette plateforme. Peut-être pour ceux qui ne sont pas du chat se demanderont de quoi il s'agit, pour notamment les indicateurs de la santé mentale intégrés dans les autres secteurs, les fiches de référence et bien sûr d'autres outils qu'on a mis en place pour renforcer la coordination entre les différents membres des groupes de travail et aussi entre les groupes, les différents sous-groupes pour harmoniser les différents outils dans la réponse de la chat. Slide. Alors, je parlais de la cartographie des services. Par exemple, là, c'est la cartographie des services, non, le dashboard de la cartographie des services 4W basé sur l'outil MSF, EMS, donc de l'ensemble minimum des services santé mentale et psychosociale qu'on a adapté en contexte de l'Est de Tchad. Comme vous pouvez bien le voir, ce visuel qui donne les organisations qui opèrent dans ces zones, quelles sont les différentes provinces que chaque organisation, si elle les présente, elle intervient dans quelle province, quelles sont les différentes sous-préfectures où elles interviennent et quels sont les sites dans lesquels ils interviennent. Donc, on a ces informations au niveau des premiers niveaux. Ensuite, il y a les ressources humaines. Parce qu'on peut se dire qu'on offre tel service, mais les ressources humaines sont un outil pour nous d'analyse qui nous permet de mesurer les gaps et de savoir l'efficacité d'intervention et c'est quel type de profil qui délivre ces services-là. Donc, dans chaque organisation, nous connaissons quels sont les profils des ressources humaines qui sont déployées et dans quel type dans quel site, en termes de leur nombre, ainsi de suite. Et avec la durée de temps, si c'est 3 mois, 6 mois, ça couvre toute l'année, ainsi de suite. C'est un outil pour nous vraiment de décision et de plaidoyer au sein de groupe de travail technique santé mentale. Ici, en plancher, nous avons les types d'activités qui sont proposées. Donc, toutes les organisations, on a les zones, les provinces, les sites, ainsi de suite, et les types d'activités. Là, je vais présenter juste les grands axes des activités au niveau de l'ensemble minimum des services. Mais on a ça désagrégé jusqu'à les sous-activités, jusqu'à aussi les activités qui sont ajoutées par d'autres acteurs qui donnent les appellations ne sont pas euh, ne s'y figurent pas en termes de différentes approches proposées par les acteurs essentiels. Pour vous donner juste ce visuel d'outils qui est commun pour tous les différents sous-groupes de travail. Slide. Alors, j'ai parlé tantôt de plateforme Adjala. Cette plateforme Adjala, c'est en arabe qui veut dire, par exemple, Bisra, ou bien rapide. De la rapidité en termes de gestion d'informations pour décider. Vous savez, c'est les informations qui peuvent permettre de décider objectivement. Donc là, on a la réussite ici à féliciter, c'est que la santé mentale et le système psychosocial, qui est tant transversal pour tous les secteurs, a réussi à avoir des indicateurs qui sont intégrés dans tous les secteurs, protection de l'enfant, protection BBG, santé, nutrition, ainsi de suite, abri, gestion des camps. Malgré que tous ces acteurs qui font là ont intégré ces acteurs, ça nous permet à notre niveau
de suivre, puisque chacun renseigne et ça vient au niveau de sous-groupe de travail technique santé mentale. À l'exemple ici, vous voyez les données enregistrées, les niveaux de validation. Donc, si les acteurs enregistrent leurs données, et ça arrive au niveau de l'équipe de coordination de ces sous-groupes. Cette équipe valide les données dans le système et c'est quand c'est validé que ça va aller sur le portail national, sinon même à l'international. On check, on peut voir tout ce qui s'est fait par quelle organisation dans quel site. Vous voyez les bandes diagrammes qui montrent les niveaux, les paquets d'intervention par mois pour montrer les différents niveaux d'opération. Slide. Alors, par exemple, ici, c'est les données saisies. Comment ça se présente en jaune? On voit, par exemple, si les acteurs ont, qui a saisi les données durant le mois. Donc, on a telle organisation, à l'exemple. C'est juste ici, quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif. Intersource, World Relief, IRC, Nirvana, ADES, ainsi de suite. Ils ont saisi leurs données. Là, envers, c'est au niveau du groupe de travail. Le groupe de travail va vérifier ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait, de par leur participation aux réunions, de par aussi les réunions au niveau des camps, tout ce qui s'ensuit, si confirme que oui, ce qui se dit faire, fait, c'est fait. Donc, on le valide avec des évidences, bien sûr. On le valide et c'est ça qui montre. C'est qu'une fois validé, maintenant, ça vient sur le portail national ou bien international et on peut voir quelle organisation a fait quoi, dans quel site, ainsi de suite. Slide. Alors, je vais vous parler des indicateurs. Par exemple, il y a 10 indicateurs qui sont ici définis. Il y a les consultations pour ce qui est de premier niveau, les consultations en santé mentale, parce que ce sont les acteurs qui offrent ces services-là. Ouais, jusqu'à 22 acteurs qui offrent ces services, mais c'est disparate dans le temps. Peut-être que c'est c'est pour 2 mois, pour 6 mois, ainsi de suite. Mais là, on le prend en compte. Les personnes qui améliorent leur bien-être à la suite de l'intervention psychologique, les acteurs qui renseignent cet indicateur, ainsi de suite. Tous ces 10 indicateurs que vous voyez, les personnes qui ont suivi le système psychosocial, de groupe, le nombre de séances de psychoéducation réalisées, les enfants bénéficiant des activités récréatives et de soutien psychosocial, parlant ici des espaces amis d'enfants ou d'autres espaces sûrs, et aussi le nombre de personnes suivies, tout ce qui est le renforcement des capacités en termes de formation, tous ces indicateurs se trouve, l'acteur, par exemple, il peut être un acteur de VBG. Mais dans son paquet d'activités, il fait des soutiens psychosociaux. Et quand il renseigne, ces informations reviennent d'abord au niveau du groupe de travail qui est censé coordonner cela. Donc, il sait que ça a été fait au niveau de protection de l'enfance, au niveau de protection à base communautaire, au niveau de gestion des camps, au niveau de l'abri. Donc, on a toutes ces informations qui sont coordonnées. Slide. Alors, cet outil aussi nous permet de suivre les gaps. Donc, c'est le visuel pour que le mois, on alerte aussi la coordination humanitaire pour des questions de gaps. Ici, vous voyez tout ce qui se dessine en rouge. Ça nous montre un gap en termes de personnes personnelles avec une expertise technique en santé mentale et psychosociale qui est nécessaire de les avoir dans ces sites-là. Donc là, en termes de couverture, vous voyez, nous avons un gap de 42. On pense qu'il nous faut ça dans les différents sites pour qu'on s'assure qu'on a comblé les gaps. En termes de prise en charge aussi, notre capacité qu'on a actuelle et c'est quoi les gaps qu'on souligne. Donc, c'est vraiment un outil de décision et de plaidoyer que nous suivons. Comme vous voyez ici à l'extrême gauche, vous voyez là, par exemple, c'est moi qui étais ouvert le fichier en tant comme co-lead. Mais si c'est un autre co-lead aussi qui ouvre, c'est son nom qui va figurer, ainsi de suite avec la descendante. Slide. Alors, même les réunions ne sont pas laissées à dans cet outil nous permet aussi de suivre les réunions qui se font par tous les secteurs. Quand vous prenez les réunions par secteur ici en bleu, vous voyez la santé mentale, on est les plus qui ont tenu plus de réunions oui, parce qu'on fait en même temps dans les villes et aussi au niveau des sites, on a 71, quand on voit ici les différents sites dans lesquels on a eu des réunions, ainsi de suite. Et avec, on peut en accéder tout ce qui est compte rendu et d'autres documents qui sont téléchargeables aussi à tous les niveaux, au niveau national, pour suivre vraiment ce qui s'est fait de façon concrète. Slide. Alors, je reviens sur
la santé mentale, soutien psychosocial, le conflit qui existe, pardon, Petite chose. Non, je suis venu vous voir pardon. parce que... Monsieur Martial, si vous... Alors, le conflit, la cohésion sociale face à la rareté et la pression des ressources qui existent. Je nous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, l'Est du Tchad est exposé à la sécheresse, la dégradation des terres et l'impact sur l'agriculture locale. Les pressions sur la démographie, ça j'ai expliqué, la croissance démographique et aussi plus les réfugiés, les retournés qui arrivent dans cette zone qui encore aggrave cette pression sur les ressources qui sont d'ailleurs limitées. Les tensions qui fragilisent la question sociale, les tensions entre communautés, les différentes ethnies qui se trouvent. Euh, et dès que, en fait, il y a une pratique qui se dit ici, le sang se paie par le sang. Par exemple, si une famille euh, un membre de leur famille saute à une bagarre ou quelque chose comme ça, il faudrait que les paient par le sang, ou bien maintenant par un consensus, ils vont dégager les nombres de millions de francs CFA à verser pour arrêter cela, ou bien le nombre de têtes de chameaux. Ainsi. Il y a des mécanismes qui existent, qui sont leadés par les sultans, ils sont leadés par les chefs de canton et les autres leaders clés religieux qui se réunissent pour statuer afin de limiter la question. Je vous donne l'exemple juste de récent événement d'avril. Là, et pour arriver en terme, il a fallu débourser des centaines de millions de francs CFA pour calmer la partie qu'on pensait être lésée afin de stopper. Mais malgré ça, en prémisse, ce n'est pas que c'est fini. Là, tout est en douce, c'est en train d'être enterré, mais ça reste extrêmement fragile et sensible. Et les tensions aussi entre communautés, entre les déplacés, le conflit, et aussi ça aggrave cette question de cohésion sociale. Slide. Alassane, t'as déjà dépassé tes 20 minutes. Il me reste Il faut combien que de tu minutes? accélères si tu veux les passer toutes. Ben, normalement, il te reste zéro. Donc, vas-y. Je peux avoir combien de bonus? Je sais pas, faut demander au public, hein. Il y a Ernest qui va pas avoir le temps de parler, hein. Non, il m'a dit qu'il avait pas beaucoup besoin de temps. Mais je sais pas, Ok, 10 minutes, un quart d'heure, si on veut avoir le temps des questions, parce que je pense que c'est super super. intéressant et donc c'est utile pour tout le monde. Mais je veux vraiment aussi qu'on ait le temps de discuter après. Ça pourrait être chouette aussi. Donc, Oui, oui. Là, effectivement, j'accélère et peut-être j'ai dit l'essentiel tout à l'heure dans mon oui, exposé parce qu'on a bien introductif. compris, justement, tu as bien Oui, tout à expliqué fait. tout au début qu'est-ce qui peut créer ces tensions. Donc, ça, c'est... Oui, tout à fait. Slide. Alors, ce groupe de travail, face à ces situations aussi, on a pensé à mettre en place un certain nombre de stratégies. Notamment, c'est accès à la communication, tout ce qui est sensibilisation. Et nous savons qu'il y a ces mécanismes qui existent. Comment intégrer maintenant ces mécanismes qui existent à ceux qui accèdent aussi à certains services, qu'ils soient capacités, j'allais dire, avec les compétences de communication, d'écoute, de gestion des stress, ainsi de suite. Donc, travailler avec tout ce qui est comme comité qui est mise en place. Par exemple, ceux qui font WASH, accès à l'eau, ils ont tout ce qu'ils appellent le comité de gestion de l'eau, ou bien de l'hygiène, ou le comité COGES au niveau de santé, ou bien au niveau de l'éducation, ainsi de suite. Tous ces comités, donc, sont invités à des rencontres qui se font au niveau des camps et aussi la formation. Ils sont invités à prendre part afin de passer l'information, faciliter les sensibilisations dans ce sens-là. Et aussi les activités, par exemple, tous ceux qui sont les personnes en détresse psychologique avec les autres secteurs, comme livelihood, donc sécurité alimentaire et moyens d'existence, là, on a de façon concrète des organisations qui ont des projets dans ce sens-là. Donc, on réfère vers ces secteurs qui les intègrent dans des activités d'AGR selon le choix de ces facteurs-là. Et tout ce qui est pour agir sur leurs émotions, pour agir sur le renforcement des activités de soutien empathique, pour aussi renforcer les mécanismes locaux pour la prévention d'escalade de conflits. Slide.
et en encourageant aussi tout ce qui est des actions qui amènent des groupes mixtes. Donc, que ce soit les populations retournées, les populations hautes, les réfugiés, ou bien entre même les réfugiés de récemment arrivés, les réfugiés qui ont passé quand même 1 an, 2 ans sur le site, en encourageant leur initiative. Par exemple, ils ont tellement de festivités qui se font au Soudan. Et ils initient, on les encourage. Si c'est des célébrations d'une journée ou de quelque chose et qu'ils le font, les encourage à vraiment aller dans ces activités, soit sportives, soit des danses, soit des karaokés, des groupes. C'est vraiment une communauté, c'est réfugié, une communauté ouverte qui se lance vraiment de façon ouverte dans ce sens-là. Et les relais qui sont identifiés parmi eux, qui sont généralement formés pour mieux accompagner et aussi toutes les activités initiées par la jeunesse sont aussi encouragées dans ce sens-là par les membres des groupes de GTP. Slide. Alors là, je vais aller plus rapide. Slide, là, il s'agit de mon déploiement proprement dit. Non, non, là, il s'agit d'une initiative que je vais dire peut-être en 40 secondes. Il y a, en fait, pour accompagner cela, puisqu'il y a des activités qu'il faudrait concrètement, on sait que les personnes sont en détresse psychologique et ça génère le conflit. Alors, il y a cette initiative interagence où des agences onisiennes se sont organisé à déployer un certain nombre de psychologues dans la zone afin d'opérationnaliser tous ces paquets d'initiatives par les GT. Par exemple, on a déployé 14 psychologues qui étaient placés sous ma responsabilité, sous ma supervision, encadrement, tout ce qui est pour le déploiement de ces initiatives-là et qui sont répartis dans les différents sites des réfugiés durant 3 mois. Slide. Juste pour vous donner la répartition de ces psychologues par les différents sites au niveau de ces sous-GTT, l'objectif étant d'appuyer et de superviser les initiatives des non-psychologues pour tous ceux qui sont les relais, les comités, les leaders, les comités là qui sont là, comment travailler ensemble, comment les capacités, les travailleurs sociaux, les agents de santé qui sont formés à apporter cette supervision. Et la formation et accompagnement de tous ceux qui sont des acteurs communautaires. Et ils font aussi des prises en charge de les autres activités de santé mentale et psychosociale dans le camp. Slide, là, il s'agit des activités, de toutes les activités qu'ils ont déroulées. Euh, oui, tout ça, c'est des activités, les chiffres qu'ils ont atteints en termes de toute cette initiative-là. Slide. Je pense que ce qui est intéressant aussi, là, c'est juste de dire effectivement que les psychologues, quand on a peu de ressources, c'est intéressant aussi que les professionnels très spécialisés soient là justement en appui, en formation, en encadrement, en supervision d'autres personnels moins spécialisés et que ça permet, comme vous le voyez, d'atteindre quand même énormément d'activités et d'avoir d'excellents résultats. Et le Mhm. fait aussi d'arriver à conjuguer que différentes organisations se mettent en place pour apporter un support supplémentaire. Donc, je pense que c'est des stratégies qui sont vraiment intéressantes et inspirantes pour d'autres régions. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est une initiative que j'ai beaucoup saluée ici, cet Mm. appui. Donc, ces psychologues, c'était aussi par le biais de l'ATP, l'Association des psychologues tchadiens, qui a permis d'arriver à cela. Donc là, en termes de chiffres atteints par zone. Si je fais rapidement un zoom sur mon déploiement dans la zone, je suis arrivé en termes pour appuyer, enfin, apporter un appui dans la coordination et renforcement de la santé mentale. Je suis arrivé en décembre et là, j'ai fini dans la semaine prochaine mon déploiement. Donc, avec toutes ces deux zones, Wadifira et Nebi Est, je suis basé dans une zone appelée Iriba. Mais j'ai rappelé qu'il y a eu bien sûr d'autres missions qui ont précédé mon arrivée. Ernest était là en 2023 et aussi Zenat était là en 2025, en juillet-août 2025. Slide. Alors, nous avons réussi vraiment à redynamiser
reprendre les élections, avoir des leads, co-leads dans ces différentes zones avec des termes de référence validés, en termes de plans d'action, en termes de reconnaissance, parce que l'intégration et intégration des calendriers de réunion dans les calendriers de coordination générale, afin que vraiment ces groupes fonctionnent comme aussi un mécanisme de coordination avec qui composer dans la réponse aux urgences à l'Est du Tchad. Avec la création aussi puisque j'ai trouvé ces deux groupes déjà, j'ai redynamisé celui de Iriba et Gereda, mais la création d'un nouveau groupe ND Est avec tous les processus de démarrage jusqu'à la fin. Vous voyez bien avec la formation de tout ce qui est accompagnement de colis, de la mise à la disposition de tout ce qui est outils, leur accompagnement à comprendre les manuels de coordination et bien sûr d'autres outils. Et aussi initier tout ce qui est répertoire des psychologues soudanais qui se sont réfugiés aussi au Tchad afin de composer avec la réponse pour mieux élargir les services. Et cette coordination du consortium interagence, ce que je présentais précédemment avec l'appui de ces psychologues qui sont arrivés pour vraiment accompagner ces initiatives de renforcement de la santé mentale dans cette zone. Là aussi, le renforcement des capacités, c'était vraiment le point fort que j'ai beaucoup, je me suis investi dessus. Vous voyez, sur l'EMS, d'avoir l'ensemble minimum des services en santé mentale, sur le MHGAP, en milieu humanitaire, PM+, thérapie interpersonnelle, tout ce qui est le mécanisme de soutien psychosocial dans les espaces, sur les espaces, pour les femmes, pour les filles, les espaces amis d'enfants, ainsi de suite. La formation aussi des leaders, tout ce qui est la gestion des stress, les premiers secours psychologiques, le personnel de santé et les autres personnels de première ligne, sur tout ce qui est auto-soin, prévention des burn-out, ainsi de suite, etc., etc. C'était vraiment un panoplie de renforcement des capacités. La stratégie était que toutes les organisations qui ont des ressources pour la formation les centralisent et on fait le plan de formation et on accompagne vraiment toutes ces formations. C'est ce qui nous a permis, durant ces 6 mois, vraiment de mener énormément de renforcement des capacités. Et je pense que ça sera nécessaire de faire des supervisions pour maintenir l'assimilation et aussi protéger ces personnes qui sont déployées. Slide. Alors, il est important de souligner quelques leçons apprises que je trouve qu'il faudrait dupliquer des choses intéressantes à retenir. L'intégration systématique de la santé mentale dans d'autres secteurs, notamment gestion des cas, WASH, sécurité alimentaire, protection, vraiment ça permet d'apporter une réponse holistique et ça peut contribuer à la prévention des conflits. Ces personnes seront en harmonie avec elles-mêmes et elles seront en harmonie avec les autres. Ça diminue, ça vraiment accentue, ça permet la compréhension de l'autre. Et aussi le fait de former les relais, les leaders communautaires sur la gestion des stress, les premiers secours, les stabilisations émotionnelles, ça peut vraiment assurer la durabilité et l'efficacité de nos actions, puisque on le voit d'abord au premier plan. Donc, ceux qui viennent comme psychologues, et autres, ils viennent en appui pour les encadrer, pour les former, pour ainsi de suite. Et le service est plus adapté aux réalités culturelles des différentes sites ou bien des différentes localités en fonction de la communauté qui bénéficie de ce service-là. Et promouvoir les groupes mixtes de soutien psychosocial, que ce soit mixte ici, pas en termes hommes-femmes, en termes de niveau, que ce soit retournés réfugiés, que ce soit les réfugiés anciens, nouveaux, ainsi de suite. Ça, vraiment, ça permet de prévenir aussi des conflits et de promouvoir le vivre ensemble et améliorer la coordination entre les acteurs, autorités, les communautés, ça maximise l'impact. Et là, je l'ai vu parce que les quelques 3 à 4 sites, non, 5 sites où on a réussi à faire des réunions sur place, ça a vraiment permis cette appropriation et l'engagement de toutes ces parties prenantes dans l'offre des services de qualité. Slide.
Alors, pour tous ceux qui sont des limites et certains défis, des contraintes, c'est vraiment les faibles ressources qualifiées limitant l'offre de services. Au Tchad, il n'y a pas une université qui forme des psychologues. Les quelques psychologues qu'on en trouve, ils sont formés soit au Cameroun, au Niger, au PNP, dans les pays à côté limitrophes du Tchad, c'est qui constitue cette rareté de cette ressource. Et les psychiatres, on n'en compte que deux, qui sont au niveau aussi national, qui ne sont pas aussi présents durablement dans le pays, ce qui limite vraiment ces services à ce niveau. L'accès aussi restreint aux services de santé mentale spécialisés. On fait des formations, par exemple, MHGAP, tous ceux qui s'en suivent, et fait l'effort de disponibiliser des psychotropes, mais l'usage, la supervision continue, puisque les sens sont immenses. Une seule personne et si on voudrait mettre les autorités en avant, mais un seul chef, médecin, chef de district ne peut pas être partout à tout moment, à moins qu'il abandonne aussi son service. Les stigmatisations sociales, les troubles mentaux, je vous ai parlé de comment les personnes sont enchaînées, cloîtrées, pour qui on n'indexe pas la famille, pour dire qu'il y a un tel malade, ce qui fait que même si la personne présente des signes, elle a certaines vraiment difficultés d'aller vers les soins, malgré l'effort des acteurs à sensibiliser, à faire des psychoéducations, ça reste toujours un point de défi. Le manque aussi de coordination limité dans certaines approches intégrées et limite des interventions. Si je prends la gestion des camps et aussi tout ce qui est pas wash, mais la question est d'abri. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence qui fait qu'on va vers la disponibilisation de ces ressources, mais en termes de coordination, ça reste un grand défi encore à intégrer. Avec les autres secteurs tels que protection, santé, si de suite, ça arrive à être fluide, mais ça reste aussi sur certains secteurs un truc à coordonner avec des associations qui sont sur place. Slide. Ouais, juste vous donner quelques images là des cadres de réunion, comment les tient au niveau des centres des IRIBA, autour duquel il y a quatre grands sites. Certaines interventions, vous voyez, là c'est vers les sites de transit quand les réfugiés arrivent, comment les reçoit, d'avoir certaines communications, passer les informations nécessaires, l'intégration dans le système de l'éducation au niveau des examens, par exemple des baccalauréats, où les autorités ont demandé à ce que les groupes de travail technique apportent des psychologues pour un peu faire des gestions de stress, renforcement de confiance en soi, la concentration, et les équipes qui étaient aussi déployées pour apporter ce soutien-là. Ah, quelques exemples de ce que j'ai dit en termes de comment on enchaîne des malades, qui reste une solution pour eux communautaire, mais qui est aussi lié à tout ce qui est euh, stigma au niveau de la santé mentale, de troubles de santé mentale qui sont perçus dans la communauté. Donc, les personnes sont gardées dans leur abri pour ne pas être exposées. Merci beaucoup. Je suis un mauvais gestionnaire de temps. Je crois que je... Et je pense que moi, je suis une mauvaise animatrice parce que je ne t'ai pas interrompue parce que je trouvais ça super intéressant. Et Merci pour la j'ai diligence. 1000 questions que j'aimerais te poser, mais pour l'instant, je me demande de garder un tout petit peu vos questions encore pour plus tard. En tout cas, moi, je ferai quelques commentaires, mais je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir comment vous avez cherché à utiliser des standards, vous adapter pour que les mécanismes de coordination soient au plus près, soient gérables, soient vraiment du coup efficaces, permettent des échanges et du référencement, le partage des outils, etc. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais moi, j'ai plein de questions, en tout cas, à poser. Et si Ernest Anda est là, je vais d'abord lui passer la parole avant qu'on passe aux questions pour qu'il rajoute quelques compléments. Oui, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Je vous rejoins un peu en retard parce qu'on était dans une autre réunion avec l'OMS et un certain parterre d'acteurs au Tu es niveau le national. J'espère bienvenu. qu'on m'entend, hein. Est-ce que vous me recevez?
On te reçoit très bien et peut-être tu te présentes un petit peu parce qu'on a dit que tu as été venu au début avec le mécanisme RVO, mais enfin depuis, ça fait longtemps que tu es dans le système maintenant staff HCR. Ou- Oui, pas totalement staff ICM, mais ouais, c'est quand même. En Un fait, peu Ernest d'endroit. Anda, comme je l'ai dit, voilà, Ernest Anda, arrivé au Tchad comme Alassane est arrivé au Tchad aussi avec le mécanisme RVO. Et puis, un peu plus tard, le ICR nous a fait l'honneur de nous intégrer un peu plus dans son personnel pour, je dirais, rendre périn les services de santé mentale et soutien psychosocial pour la réponse à l'urgence à l'est du Tchad. Donc, nous sommes basés à l'est du Tchad et nous essayons de, je dirais, fédérer toutes les initiatives de santé mentale qui vont dans le sens de la réponse à l'urgence qui existe au Tchad ici. Donc, que ce soit les réponses qui viennent des partenaires, mais également appeler aussi certaines ressources à l'extérieur, par exemple, faire pencher le regard de RVU encore sur la crise que nous vivons au Tchad, et c'est ce qui a fait qu'Alassane est là, et appeler d'autres initiatives qui pourraient permettre d'apporter un mieux-être aux populations. Un mieux-être aux populations, et c'est dans ce sens-là que je m'apprêtais à faire une petite présentation, juste de 5 minutes, pour une initiative que nous avons eue au Tchad, qui a consisté à faire venir des clowns au Tchad pour pouvoir apporter un petit peu de gaieté, ne serait-ce qu'un petit peu de gaieté dans les camps, dans les sites dans lesquels nous travaillons. Et ça a été une initiative qui a été bien appréciée par la communauté et même par l'ensemble des acteurs. Donc, Cécile, si vous permettez, peut-être que je vais partager mon écran Bien sûr, pour vas-y, juste ouais. 5 minutes et puis on verra après avec les questions. Bon, je ne suis pas trop fan de Zoom parce que Zoom, je ne maîtrise pas beaucoup, mais bon, je ne sais Alors, pas si comment. tu vas en bas dans partager, Uh-huh. tu peux cliquer sur partager et Oh, du oui, je coup, vois. tu peux avoir ta présentation, si tu l'avais ouverte, qui doit pouvoir être disponible. Mhm. Et tu cliques dessus et du coup, tu partages. Bon, je pense que c'est toi que je vois, hein. Je n'ai pas réussi à Ah partager. oui, là on se voit moins. Alors, Je vais un peu tu essayer, je vais peux un peu stop essayer. share OK, stop share. et Voilà. si tu vois l'écran, est-ce que tu avais d'autres propositions dans partager? Tu as ouvert ta présentation? Oui, la présentation elle est ouverte. Donc, quand tu fais partager, tu dois avoir plusieurs écrans, plusieurs fenêtres qui te sont proposées. Il faut que tu cliques sur celui où tu as ta présentation. D'accord. Excusez-nous, hein, du peu, parce que nous sommes pas On est en familiers de Zoom. direct. Oui, oui, oui. Windows, Entire Screen. Je vois ça. Ça, c'est ceci. Ça, c'est ça que je vais partager. Bon, j'espère que je vais y arriver. Sinon, tu me J'espère. l'envoies ou tu l'envoies à la SAN et on partage notre. Alors là, c'est l'écran de Daniel. Donc, il y a Daniel qui fait des Tu peux, tu, tentatives, tu mais peux m'envoyer ça, s'il te plaît? D'accord, que je te l'envoie pour que tu puisses le partager parce que C'est ça, oui, c'est Et ça. c'est un peu Daniel, facile. il faut arrêter le partage d'écran, en fait. Le vôtre, là. Voilà. Parce que vous partagez votre écran alors que vous ne devez pas le partager. Voilà. Peut-être, est-ce que c'est pas ce qui me fatigue? Tu as envoyé? Donc, je ne devais pas partager à la salle. Oui, je pense que je te l'ai envoyé. Je t'envoie ça sur Teams pour que D'accord, tu puisses, c'est plus rapide. le. Ouais. D'accord. Ça, c'est plus facile pour. Ça ira plus facilement. Ouais. Dis que pendant que je suis en train de partager le document avec Alassane, Ouais. dit qu'il s'agissait d'une petite initiative qui avait été suscitée par les collègues de la protection qui avaient reçu une opportunité de faire venir une organisation du nom de Clowns sans frontières. Clowns sans frontières. Et cette organisation-là avait pour rôle d'égayer un peu les enfants dans les sites dans lesquels nous travaillons.
Donc, Clowns sans frontières, c'est une association de clowns, hein, de clowns espagnols. Clowns sans frontières, Clown Without Border Espagne, une association de clowns espagnols et qui est arrivée au Tchad dans le mois de mai. Et, Alors, j'en profite pendant que tu parles pour faire un petit clin d'œil. Ça, c'est Clowns sans frontières qui était intervenu en Afghanistan il y a fort longtemps, il y a 20 ans maintenant, dans les hôpitaux pédiatriques. Donc, effectivement, Clowns sans frontières, c'est une organisation internationale et qui vient de façon régulière dans différents à la demande et dans différentes organisations ou autres et qui peut effectivement être vraiment super pour proposer aux populations. Est-ce que là, tu as reçu Alassane? Pas encore. non, pas encore. Pas encore. Je pense que en fait, la présentation est un peu lourde aussi, hein. C'est surtout ça. Alors Essaie peut-être de pour... partager. Tu partages ton écran, En comme chef, ça on t'indique en même temps, quoi. C'est là pour ce comment tu partages. Super. c'est un peu lourd à ça. J'espère que tu vas recevoir. Ça télécharge. Et donc, on les a reçus. Voilà. Je t'ai envoyé, regarde si tu peux l'ouvrir. Voilà. Je t'envoie un SharePoint. Regarde si tu peux l'ouvrir à la salle et puis tu vois ce que tu peux faire. J'attends que ça arrive. Le paradoxe, c'est que nous sommes au Tchad, mais nous ne sommes pas encore vus avec Ernest. C'est vrai? Donc, tu dois avoir Vous reçu n'êtes pas quelque encore chose comme vu ça. en vrai, tu veux dire? Oui? Non, non, on ne s'est Jamais? pas vu. On ne Non, s'est on pas s'est vu. vu pas au Tchad, on s'est vu quelque part, mais pas au Tchad. Il dit quelque part. D'accord. Restons mystérieux, hein. On n'ose pas poser de questions avec ces phrases. Mais c'est Voilà. incroyable. Vas-y, Alassane, essaie de voir, tu as dû le recevoir. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que c'est en train d'arriver. Voilà, on l'a. Voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup. Donc, tu mets un mode très bien. Donc, comme je le disais, c'est juste un album photo de ce que nous avons fait avec Clowns sans frontières et c'est le contexte en fait qui est très intéressant. On est dans un contexte qu'Alassane a présenté tout à l'heure, mais Alassane intervient dans une province qui est totalement différente de la province dans laquelle nous intervenons, nous autres. Nous sommes dans une province qui est jonchée nous sommes autour de 10 sites aménagés et un site qui n'est pas aménagé, qui reçoit en fait un certain nombre de populations. Le site qui n'est pas aménagé abrite aujourd'hui des populations qui arrivent à la frontière du Soudan, du Tchad, Soudan, autour de 250 000 personnes. Et ce sont ces personnes-là que nous devons convoyer ou relocaliser dans les sites qui sont aménagés, les 10 autres sites. Pendant que les 10 autres sites sont déjà bondés de population parce qu'ils sont déjà au-delà des standards requis pour les sites, pour le SCR, il nous appartient à nous de faire aller encore ces nouvelles populations qui sont dans les sites non aménagés, d'attirer vers ces populations. Donc, dans ce contexte, on se rend compte qu'il y a très peu de services qui sont fournis. Les services qui sont fournis sont quand même d'un certain niveau de qualité, mais il y en a très peu, dû à la rareté des ressources. Donc, toutes les fois qu'on a l'opportunité d'amener quelque chose vers les populations pour leur garantir un mieux-être, on le fait. Et lorsque cette opportunité-là s'est présentée à nous, nous nous sommes organisés de façon interne pour que dans tous les sites dans lesquels nous intervenons, ces services-là puissent être fournis. Donc, Clowns sans frontières a généreusement voulu produire ces spectacles-là, des spectacles de 65 minutes par site pour ces communautés-là. Et donc, on les a fait venir au Tchad et ils ont presté ces services-là dans les sites dans lesquels nous intervenons. Allons-y à la salle, slide. Donc, c'est seulement ces images-là que vous aurez. Voilà des images de mouvements géminiques. Allons-y pour chaque site dans les sites. Allons à la salle. Des scènes pour des publics un peu plus dédiés dans les écoles, des tours de magie dans les écoles. Allons-y, Alassane. Des danses communautaires avec les communautés. Vous voyez comment ça a drainé la foule et je vous épargne
le sentiment des foules, le sentiment des communautés lorsqu'elles ont été confrontées, elles ont participé à ces scènes-là. Allons-y, Alassane. Allons. Voilà, vous voyez un peu l'enthousiasme des enfants, le fait de voir des clowns, la clameur qu'il y avait autour. Allons-y, Alassane. Allons-y, Alassane. Slide. Ouais, ça, c'est le site de breeding avec vraiment, les populations ont vraiment apprécié. Et à l'issue de cette présentation, nous avons conduit une petite évaluation pour avoir un peu le retour des communautés, une petite évaluation de satisfaction, mais aussi de l'impact, et qui nous a donné des résultats vraiment satisfaisants. Et on a aussi interrogé les populations pour avoir des recommandations pour des prestations futures. Alassane, allons-y. Et les recommandations sont celles-là. Il faut augmenter la durée du spectacle parce qu'ils ont estimé que 65 minutes, c'était petit. Il fallait augmenter le spectacle. Le renforcement de leur fréquence. Donc, ils ont dit que c'était une seule fois dans leur vie, c'était la première fois pour eux de voir ça. Et est-ce qu'on ne peut pas rendre ça périn, faire en sorte que ça puisse venir chaque fois? Et puis, allons-y, les activités, l'adaptation des activités au contexte socio-culturel. Donc, c'est vrai que les clowns sont venus avec des choses de l'Espagne, mais reviens encore en arrière, reviens juste un peu en arrière. Mais ils auraient aimé qu'il y ait des scènes qui soient propres à eux, mais ils ont finalement demandé que Clowns Sans Frontières vienne former quelques personnes dans les sites pour qu'ils puissent eux aussi avoir cette dextérité-là et cette façon de travailler et de gagner la communauté. Voilà un peu ce que je voulais présenter. Ça a été une très belle initiative et si jamais on a encore l'opportunité de la faire, je pense qu'on ne va pas se priver. Il y a certains sites qui ont bénéficié de cette prestation-là, les sites dans le Wadaï où nous sommes ici, mais les sites comme ceux qui sont dans le SILA et dans le Nedi S et le Wadifira où Alassane intervient n'ont pas pu bénéficier de ces services-là à cause des contraintes temporelles, mais aussi des contraintes sécuritaires. Voilà. Donc, on est encore en contact avec Clowns Sans Frontières et si jamais ils ont une autre opportunité, sûrement qu'on leur fera appel. Voilà ce que je voulais présenter, Cécile. Merci beaucoup. Peut-être le préciser, hein, à cause aussi des conflits communautaires. Surtout, justement, parce que c'était prévu qu'ils aillent dans le Wadifira. Manque de peu pour Alassane et son équipe. C'est arrivé un moment où il y avait des tensions dans la zone et on a essayé de dévier ça. Là. Merci bien. Bah, merci beaucoup. Ça donne en plus une note assez joyeuse pour finir. Et c'est vrai que c'est super intéressant hein, de se mettre en lien avec les équipes de Clowns Sans Frontières. Alors, il y a Espagne, mais il y a plusieurs sections, de toute façon, dans plusieurs pays. Et donc, après, c'est intéressant aussi de discuter avec eux justement de comment on aménage leur mission, leur visite. Ça peut être parfois que des spectacles. Moi, ils sont venus sur des missions sur lesquelles on travaillait, où ils ont ainsi effectivement formé des personnes qui après pouvaient prendre le relais, fait des ateliers, etc. Donc, c'est très ouvert, c'est très varié. Nous, on les a fait venir aussi dans des centres nutritionnels pour les enfants sévèrement malnutris, à l'hôpital, comme vous avez vu. Et donc, c'est vraiment des expériences qui sont des très belles expériences pour tout le monde. Alors, Merci beaucoup. merci à tous les deux beaucoup, beaucoup pour vos présentations. C'était extrêmement riche et il y a beaucoup, à mon avis, de questions et de choses à dire. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement et remercier les personnes qui ont suivi en replay et comme ça, on va pouvoir échanger et partager les questions qu'on a tous ensemble.